Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Adrien Choubakou, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à vous et bienvenue à nos amis téléspectateurs également. On démarre par Dynamisme Info, si vous le permettez bien. Dynamisme Info qui propose ce matin à sa une un titre en rapport avec cette tension entre l'actuel chef de l'État et ses prédécesseurs, notamment Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Laurent Roland Tonekes. Oui, je crois que, en fait, Dynamisme Info qui ce matin talent dans l'action. Soglo et Yayi dans leur état. Dans leur état. Oui, je crois que quand on regarde et on suit un peu l'actualité depuis quelques mois, on se rend compte qu'il y a des doléances à l'endroit du chef de l'État. Et bien évidemment, notamment concernant ceux qui sont en prison. Je vais parler de Joël Ivo, Ricky Madougou et consorts. Et puis, ça prend du temps pour que le chef de l'État entre griffes agisse, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État dispose de plusieurs leviers pour pouvoir agir. Bien évidemment, il y a l'amnistie, il y a la grâce présidentielle, mais bien au-delà, une loi a été votée par la 8e législature qui permettrait à Patrice Talon, dans une certaine mesure, de libérer certains prisonniers. Mais toujours est-il qu'au lendemain de cette loi, il y avait une lueur d'espoir qui se lisait sur le visage, mais ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, quand on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu par le passé Boni Yayi, a reçu par le passé Nicéphore Dieudonné Soglo, évidemment, au cours de leur rencontre, certainement, ils ont évoqué les questions liées à ces personnes qui sont en prison, qui ont été emprisonnées du fait de la situation politique de 2019-2021, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, on constate que malgré les appels au pardon, malgré les appels à la clémence du chef de l'État, le chef de l'État est resté silencieux. Et la semaine dernière, on a pu lire que l'ancien président Nicéphore Soglo a tenté à plusieurs reprises de rencontrer l'actuel président Patrice Talon, que toutes les tentatives d'avoir une audience ont été vaines. Toutes les fois qu'il a tenté d'appeler aussi, il n'a pas eu une suite favorable. Et donc, il s'étonne, et d'ailleurs, ça l'inquiète, parce que il y a plusieurs organismes au plan international qui demandent aussi la libération de ces personnes. Je veux bien croire que le chef de l'État est peut-être dans une dynamique, et que d'ici là, il sortira peut-être d'autres quatre, et permettra que ces personnes recouvrent leur liberté. Toujours est-il que moi, je ne parlerai pas sans toujours donner des exemples. J'ai toujours dit que dans la même période où on allait les élections au Bénin, il y avait des activistes politiques qui avaient eu des problèmes avec Denis Sassou Nguesso au Congo. Et au lendemain des élections, je crois 45 jours ou bien deux mois après, il les a libérés. Et on apprend même que celui qui est depuis un bon moment un modèle pour le Bénin, Paul Kagame, a libéré un acteur politique qui était condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Il a libéré. Donc, si de ces exemples-là, on peut avoir ça au plan africain, je crois que le Bénin, ce serait une bonne chose que d'espérer cela du chef de l'État. On ne lui force pas la main, mais c'est un souhait, c'est une volonté populaire qui est manifestée. Et quand vous allez voir, bon, c'est vrai qu'on dira que ceux qui le soutiennent, qui sont mordicus, campés sur leur position, vous diront que oui, il faut les maintenir en prison, ils sont coupables de ci ou ça. Mais je crois qu'en l'État, en toute chose, il y a toujours une porte de sortie. Et c'est à cela que le chef de l'État béninois est appelé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Laurent Roland Tonekes, qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont été libérés. Oui, bien évidemment. Oui, c'est ce que je dis. Il y a non, quand vous regardez dans la masse. Il y a un début quand même. Oui, il y a un début. Quand vous regardez ceux qui dégel de la situation. Ceux qui sont libérés ne sont pas condamnés. Il y en a qui sont libérés et qui sont mis sous contrôle judiciaire. D'accord. En l'état, on parle de quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison et quelqu'un qui est condamné à 10 ans de prison. Et ça fait, d'ailleurs même, l'exemple du Rwanda en l'état édifie à plus d'un, parce qu'il a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme, il a été libéré. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut faire la comparaison. Même si comparaison, évidemment, n'est pas raison. Adrien Choubakou, Matin Libre, abonde dans le même sens et parle ce matin de rapports qui se détériorent à nouveau entre Talon et ses prédécesseurs. Oui, j'ai lu, tout comme vous, c'est bien écrit sur Matin Libre, là, placardé en manchette.
que le rapport se détériore, les rapports se détériorent à nouveau entre les anciens chefs d'État et l'actuel chef d'État, Patrice Talon. Évidemment, est-ce que les rapports se détériorent? Moi, je pense que les rapports, même si ils ne sont pas ce qu'ils étaient, ne se détériorent pas. Pour moi, c'est une question de calendrier. Parce qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui, je ne dirais pas au four et au moulin, mais qui doit écouter presque tout le monde et étudier beaucoup de dossiers. Et je pense que Patrice Talon n'a pas encore le temps minimum pour pouvoir les écouter. C'est vrai, Boni Yahi, lui, il est hors du territoire et il est en train de gérer, de représenter valablement notre pays à l'étranger. Il a écrit sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, en disant qu'à son retour au Bécaye, qu'il va essayer de rencontrer le chef de l'État par rapport au dossier de Rekiat Madougou. Mais on a lui aussi Nicéphore de donner Soglo sur les réseaux sociaux toujours, et Nicéphore de donner Soglo qui donnait de la voix, il haussait le ton et demandait à rencontrer coûte que coûte le chef de l'État, toujours par rapport au dossier de Haïvo et de Rekiat Madougou. C'est vrai, Patrice Talon a un agenda et il doit dérouler cet agenda. Je pense que dans l'un ou dans l'autre cas, moi, mon souhait le plus ardent, c'est que Patrice Talon puisse les rencontrer, échanger avec eux, les écouter et voir dans la mesure du possible ce qui est gérable. Une chose est claire, de façon générale, aujourd'hui, tout le peuple béninois, si je dis tout, ce n'est pas tout le monde, hein, puisque, comme vous voyez ou pas, il y a des gens qui n'ont pas intérêt que Rekiat Madougou et Joël Haïvo recouvrent leur liberté, puisque nous sommes en politique. Donc, la majorité des Béninois, plusieurs Béninois, souhaitent vivement que ces deux acteurs politiques recouvrent leur liberté. Et ils œuvrent pour ça. On a suivi, peut-être vous allez revenir sur ça tout à l'heure, la conférence de presse du Parti Les Démocrates. Donc je pense que la lenteur que certains pensent que Patrice Talon est un peu lent dans ses actions, dans ses prises de décision, ce n'est pas ça, ce n'est pas une réalité. C'est une question de calendrier, c'est une question de chronogramme, c'est une question d'agenda. Et je pense que l'heure va sonner, le bon moment sera au rendez-vous. Et puis les acteurs politiques, je vais parler au plus haut niveau, les anciens chefs d'État et l'actuel chef d'État vont se retrouver sur une table de négociation. Pourquoi pas si de façon individuelle ils se retrouvent, c'est-à-dire à deux pour parler, à trois, ils peuvent toujours se retrouver pour pouvoir aplanir s'il y avait divergence, aplanir tout ça et relancer autrement la vie politique afin que la paix que nous prônons soit une réalité dans notre pays. La paix existe et on va toujours continuer à œuvrer pour la paix. Et vous savez, quand je lis l'actualité et nous voyons un peu ce qui se décide, ce qui se passe et ce qui se dit, vous avez suivi la semaine surpassée ou la semaine passée, la Commission béninoise des droits de l'homme qui a obtenu, qui est passée désormais au statut A en matière de protection des droits de l'homme au Bénin, de sa position. On comprend aisément à travers cette gratification que le Bénin est en de très bonnes positions en matière de préservation des droits de l'homme. C'est vrai que nous souhaitons en avoir plus. On souhaite que ça atteigne un niveau un peu plus élevé, mais une chose est claire, les États-Unis d'Amérique, au plan mondial, aujourd'hui, pour le monde entier, c'est que le Bénin fait ce qu'il doit faire en matière du respect des droits de l'homme. On reste avec vous, Adrien Tchobankou, et on s'intéresse d'ailleurs à votre quotidien ce matin, Fraternité, qui revient sur la question du troisième mandat au profit du président de la République. On en a abondamment parlé la semaine écoulée. Wilfred Rumbedji rassure sur la parole donnée de Talon. Patrice Talon, pour moi, ne peut même pas faire un troisième mandat parce qu'il a martelé. Et si vous avez suivi ce que le chef du parti politique RLC, René Agossa, partage sur les réseaux sociaux actuellement, c'est l'entretien qui a été réalisé par Boisvivier, la chaîne Christophe Boisbouvier. Christophe Boisbouvier, avec le chef de l'État. Radio France de Radio France Internationale. Et écoutez, Patrice Talon l'a martelé, il a dit, et moi je crois, j'y crois, je pense qu'il n'a même pas intérêt, il doit donner le bon exemple. Il doit montrer à la face du monde entier qu'il est respectueux des tests.
Parce qu'à plusieurs reprises, ces journalistes lui ont posé la question. Il a dit qu'il ne le fera pas. Il a été clair sur le sujet. Et je pense qu'il doit donner raison à tout le monde entier. Il doit montrer effectivement qu'il est un homme de parole et qu'il n'a plus le droit d'aviser quelque chose. D'accord. Laurent, sur le sujet, c'est bon. On a le fin mot du porte-parole du gouvernement. Donc on peut se dire que c'est la position. Je me réjouis que le porte-parole du gouvernement ait réagi parce que je crois que le vendredi dernier, j'étais sur une émission, sur une station de la place. Je disais dans ma chute, je disais qu'on attend la réaction du porte-parole du gouvernement pour situer parce qu'en l'état, les débats, les prises de parole qu'on observe de part et d'autre, notamment Jacques Migan, notamment Bertin Corvinov, notamment Abdul Razak, autrefois l'autre que nous, notamment d'après ceux qui pensent qu'il faut réviser la Constitution sur la volonté des démocrates et qu'en l'État, ils pourront mettre les dispositions qu'ils veulent, bien évidemment, et qu'il fallait que le porte-parole du gouvernement réagisse pour situer, parce que c'est ça qui donne la position du gouvernement. Mais en l'État, pour moi, ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne suffit pas. On dira que peut-être que je suis un éternel insatisfait. Mais toujours est-il que... vous êtes un polémiste plutôt. Mais de toute façon, il y a une constitution qui dit clairement que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Oui. D'accord. Mais voilà des gens qui se réclament soutien du chef, qui appellent, et qui, de façon voilée, appellent à un 3e mandat en utilisant des arguments. Et je pense qu'au-delà de la position affichée du porte-parole du gouvernement qui dit que le chef d'État a respecté sa parole, personne n'a remis en cause la volonté ou la parole du chef de l'État. Mais toujours est-il que nous sommes sur un terrain politique, il faut être assez prudent. Parce qu'on a pu voir les exemples par le passé dans d'autres pays. D'ailleurs, actuellement, on en voit encore. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas un crime que d'être suspicieux ou de ne pas être prudent. Mais en l'État, je pense qu'il faut aller plus loin. Au-delà de la parole du porte-parole maintenant, il faut commencer par sanctionner ces personnes-là qui tentent d'aller sur ce terrain pour leur montrer qu'en réalité, ce qui est la loi, il faut respecter. La constitution du Bénin doit être respectée. Et notamment quand c'est un ex-bâtonnier qui parle comme ça, il faut lui montrer qu'en tant que praticien du droit, il est censé respecter la loi. Et donc, en l'État, pour moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Mais Laurent Roland-Tonin, qu'est-ce que faites-vous de la liberté d'expression à partir du moment où Maître Jacques Migan n'a pas demandé à ce qu'on révise la Constitution, à partir du moment où il fait pas, en fait, de sa volonté. Je ne dis pas, quand je dis sanction, quand je dis sanction, parce qu'on sait très bien, alors c'est pas pour justifier, mais on sait très bien que justement sous nos tropiques, lorsqu'il y a changement de régime, c'est une remise en cause fondamentale de tout ce qui a été fait par l'ancien régime. Donc, est-ce que ce n'est pas dans cette posture que se place Maître Jacques Migan quand il souhaite que, justement, l'œuvre de Patrice Talon soit pérennisée? Après, à partir du moment où il n'a pas invité à ce qu'on révise la Constitution, donc on fasse un coup d'État constitutionnel, le discours a commencé comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de sa liberté d'expression? Attendez, ça a toujours commencé comme ça dans d'autres pays. Et d'ailleurs, même à un moment donné, ça a toujours commencé dans ce pays comme ça. Sous Mathieu Kérékou, on a pu voir comment ça a commencé. Les gens ont commencé par dire les peuples auraient souhaité. Mais on a vu la fin. Non, mais finalement, il a fallu que des mécanismes soient mis en place pour empêcher. Sous Boni Yahi, on a vu pratiquement la même chose. Ce dont je parle, je ne dis pas qu'il faut aller le mettre en prison, peut-être comme il l'a réclamé, le procès au lot. Voilà. Mais je pense qu'en réalité, il est membre d'une formation politique qui soutient le chef d'État. On doit pouvoir lui faire un rappel à l'ordre, bien évidemment. Quand Bertin Corvinov se réclame du bloc républicain, il parle comme ça. Le bloc républicain doit pouvoir sortir une sanction à son encontre pour montrer que en réalité, ça se respecte la parole du chef et la constitution du Bénin. Intéressons-nous au quotidien le potentiel à présent Adrien Tchomakou qui nous emmène à la prison civile d'Akpom-Misserete, limogeage de 26 fonctionnaires, des flics séduits vraisemblablement par les Gaïmen, une complicité établie. On parle de près de 600 téléphones et des Wi-Fi retrouvés chez les détenus en prison lors des fouilles. Et même en détention, les cybercriminels continuent donc leur activité avec la couverture des policiers, dit le potentiel. Il y en a un autre d'ailleurs qui donne des détails sur un détenu par exemple qui aurait été surpris en plein direct sur TikTok. C'est fou, c'est complètement fou. Monsieur Arepa, vous savez, si aujourd'hui nous avons au moins minimum en moyenne, si nous avons 800 cybercriminels gardés à la prison civile de Misserete, il y a de quoi repenser la sécurité de ces cybercriminels en détention. Vous savez, d'abord je condamne le fait que
on vous dit que vous êtes gardé en lieu sûr et vous détenez toujours votre smartphone, votre portable, des kits de Wi-Fi et vous continuez à opérer. La sécurité est où? On a mis cette sécurité là où? Qui sont ceux qui les sécurisent? Comment ces appareils ont pu traverser le poste de police et le poste de douane? Ça va vous étonner, à l'intérieur de la prison civile de Missérété, il y a un poste de douane. Comment ça a pu traverser le poste de sécurité où il y a scanner, il y a tout? De l'autre côté, quand vous traversez aussi, vous savez, moi j'ai eu cette autorisation et j'ai pu traverser ces trucs-là. Et je sais comment ça se passe un peu. D'accord. Mais c'est inadmissible. Je me pose la question de savoir comment vous pouvez faire traverser un portable à ces lieux-là, au poste de police d'abord. Mais ça veut dire qu'il y a une complicité. Ça veut dire effectivement que le directeur général de la police républicaine, le général Yaya, a bien fait de balayer tout le monde. Ce coup de balai, franchement parlant, c'est à saluer. DG, je vous félicite pour ça. Mais comment se fait-il? On dit que les gens sont gardés à vue. Je me suis posé la question de savoir si ces Gaïman détiennent près de 600 portables, est-ce que par exemple Rikat Marougou a accès à son portable là? Est-ce que des détenus que d'aucuns qualifient de politiques qui sont gardés à Missérété ont aussi voilà, ces facilités. Ont accès facile à leur smartphone, à leur portable. Donc c'est des grosses interrogations. Je pense que quand le directeur général a fait le constat, quand le rapport lui est parvenu, quand il a reçu à être informé de cet acte que je ne sais même comment qualifier, il a bien fait d'agir, de balayer tout le monde. Et c'est vrai, il les a tous mis à la disposition de la direction générale de la police pour l'exploitation. Mais moi je dis, il doit les sanctionner. Ce n'est pas seulement une sanction administrative légère, c'est-à-dire les sauter de leur poste, les ramener, les utiliser autrement. Non. S'il faut ouvrir une enquête disciplinaire, les garder à vue, les garder, comme on le dit, les mettre aux arrêts de rigueur, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il aille un peu plus loin. Parce que c'est inadmissible. On ne peut pas concevoir ça. Oui. Laurent Roland, ça ternit l'image de notre pays à l'étranger. Un mot sur ce fait d'actualité. Comment comprendre qu'un détenu puisse être retrouvé en plein direct sur un réseau social? Comment cela se peut-il? Ça montre la profondeur du mal que nous dénonçons, l'intensité, la gravité, je veux dire. Je précise que c'est le quotidien les quatre vérités qui en parlent ce matin. Un détenu aperçu en plein direct sur le réseau social TikTok. Ça montre la gravité du mal que nous dénonçons depuis un moment, parce que vous imaginez ces jeunes, ces gens qui malheureusement, pour moi, ne réfléchissent plus sur ce qui est utile pour leur vie. Et pour eux, c'est que tout est permis. Mais ils oublient que tout n'est pas utile. Et donc, on les connaît déjà, bien que quand ils n'étaient pas en détention, on savait comment ils se comportaient dans la société. Et ils naguaient tout le monde à tout vent, et puis vous n'avez pas de valeur. C'est eux, quoi, en réalité. Ils ont eu cette maladie de s'exposer chaque fois. Et donc, maladie, dites-vous? Oui, c'est une maladie que de vouloir s'exposer à tout prix. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Vous les voyez dans la circulation, vous les voyez sur les réseaux sociaux. On voit comment ça se passe. Et puis, en prison, maintenant, vous allez voir, l'habitude étant une seconde nature, ils se permettent de continuer à faire des erreurs. Ce que veut dire, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater à la prison civile de Missérété montre à quel point la complicité est énorme. Et à quel point la complicité doit être découragée entre ces jeunes cybercriminels et certaines forces de l'ordre. On l'a dit sur ce plateau pour dire, ce n'est pas tous les policiers, bien évidemment, ce n'est pas tous les militaires, mais à bien des niveaux, il y a des brebis galeuses qui malheureusement ternissent l'image de leur corporation. Sinon, on ne peut pas comprendre que 600 téléphones dans une prison, tout le monde sait, moi je ne trahis aucun secret en disant que on sait que certains utilisent leur téléphone dans les prisons. Mais jusqu'à avoir... Ce qu'il paraît, certains continueraient même l'activité. Oui, non, moi je ne parle pas ça. C'est-à-dire que en soi, le téléphone en prison pour certains prisonniers, ce n'est pas là le problème. Parce que ça là, c'est un secret de polichinelle. Les autorités même le savent. Mais il se fait qu'aujourd'hui maintenant, on dénombre
puisque parfois c'est quelques-uns qui ont ce privilège d'avoir le téléphone, pour eux, ils se communiquent entre eux, l'autre peut demander service à tel prisonnier, je vais appeler mes parents, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est qu'on dénonce 600 téléphones dans une prison. Je crois que le mal est assez criard. Il va falloir commencer par corser. C'est vrai que je ne dis pas corser. Quand je dis corser, je ne dis pas de rendre la vie difficile aux citoyens. Ils ont aussi des droits. Bien évidemment, on peut leur prendre les téléphones, les priver des téléphones, prendre les kits de connexion. Mais il faut que les parents qui ont des enfants là-bas aillent, comment je vais dire, que les parents aillent parler à leurs enfants, conseillent les parents et leur dire attention, ce que vous faites, c'est grave pour votre situation. Parce que tel qu'ils le font là, on risque de les amener en prison à Kandi. Moi, je leur souffle ça au passage. Non, je suis sérieux. J'ai connu par le passé des situations comme ça, en tout cas pour des gens en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a enlevés de Missété, qui est proche de Cotonou, où les parents peuvent aller le voir. On les a envoyés à Kandi, à la prison de Kandi, je sais quoi là. On a envoyé certains à Bomé, on a envoyé certains à Ouida, où c'est même à Ouida, la prison civile de Ouida, à l'époque, c'était difficile de vivre là-bas. Et donc, il ferait mieux de se discipliner. C'est que s'ils continuent de faire cette bagaille-là, si on les envoie à Kandi là, parce qu'un parent qui doit prendre aller-retour au moins 12 000 ou 15 000 pour venir te voir, et c'est peut-être comment est-ce qu'ils peuvent venir te voir? Ils n'ont qu'à se discipliner, que leurs parents aillent les voir et leur parler pour dire arrêtez ça, sinon vous allez compliquer votre situation. D'accord, merci à vous Laurent Roland Tourné-Ikes. La Sentinelle à présent, le quotidien La Sentinelle nous emmène ce matin en Ouganda pour parler donc d'une loi répressive contre l'homosexualité et se poser la question et si le Bénin a emboîté le pas donc à ce pays. Adrien Tchoubakou. Bon, je pense que, moi je me trompe, parce que je n'ai pas eu connaissance qu'il y a dans notre pays des homosexuels ou des gays. Donc, il y a plusieurs associations. Mais de quoi parlez-vous? Il y a plusieurs associations. Adrien Tchoubakou, de quoi parlez-vous? C'est la vérité. En tant qu'homme des médias. Ah oui. De quoi parce que je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve de ce qu'il y a des homosexuels. Il faut même dire les trottoirs, comme les prostituées. Ah bon? Allez à Bégamin. Au Bénézi? Bon, je crois que je donne des informations. Je pense que si tel est le cas, il faut que la répression soit violente et sauvage. Ah oui. Les droits de l'homme ne sont pas d'accord avec vous. Écoutez, oui, mais que faites-vous? Il faut que le gouvernement instruise très rapidement la police pour qu'on les décourage. On est en train de parler des professionnels de sexe, des professionnels de sexe, des jeunes étudiantes, des jeunes filles, des jeunes dames qui se promènent sur les pavés. On n'a pas fini de gérer ça. Et on va désormais parler des homosexuels dans mon pays. Je pense que non. Il faut vite arrêter ça. Un homophobe celui-ci. Les gens bien évidemment, les gens les traiteront d'homophobes. Oui. Et en l'État, nous avons des valeurs. Et parce que je commence par là, nous avons des valeurs. Et ces valeurs n'acceptent en aucun cas l'homosexualité dans notre pays. Et d'ailleurs même, la loi est restée muette sur la question. Il n'y a pas de sanction en la matière. Mais je sais qu'il y a des associations d'homosexuels, il y a des bars pour homosexuels au Bénin ici. Ah bon? Il y a des clubs homosexuels, ils se retrouvent. Et il n'y a que, tout récemment, un ami qui m'informait que les homosexuels aussi, hommes font aussi le trottoir désormais. Du côté, ils en ont même supprimé, du côté de Bégamin, bien évidemment, au niveau du marché de Bégamin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème de société aujourd'hui. Malheureusement, ça a pris corps ailleurs, ça vient progressivement dans notre pays. Aucune loi en la matière ne protège ou ne sanctionne. Et les associations de droits de l'homme vous diront que en matière de droits de l'homme, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir une orientation sexuelle. Bien sûr, bien évidemment. Un droit inaliénable. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est dommage. C'est un piège pour les jeunes. Pourquoi? Parce que pour entrer dans ce système, il y a un appât convoitant. C'est-à-dire qu'on vous miroite tout le bonheur. On fait miroiter, voilà. On vous fait miroiter tout le bonheur. On vous propose tout. C'est que vous ne manquez de rien, malheureusement. C'est-à-dire que les jeunes qui sont... Malheureusement ou heureusement? Pensez que c'est heureux de manquer les jeunes qui sont embarqués dans cette affaire ne manquent de rien, on leur donne tout. C'est eux qui utilisent les derniers smartphones. C'est eux qui peuvent rouler les grosses caisses. C'est eux qui ont les moyens de bien s'habiller. Moi, je partage peut-être ce matin mon expérience avec ces personnes-là. J'ai été... vous avez été au cœur de tout ça. J'ai travaillé étroitement avec quelqu'un qui est pionnier de l'homosexualité au monde.
mais je suis resté, le mot m'échappe, je suis resté ferme dans ma décision. Quelle proposition je n'ai pas reçue? Ok, d'accord. Peut-être que si j'avais accepté, je ne serais plus au Bénin. Peut-être je serais en train de vivre quelque part dans le monde, dans un pays européen. Un pays international. Non, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans cette affaire, c'est pourquoi je parle aux parents ce matin. Essayez de surveiller vos enfants, essayez de leur parler. Qu'ils ne soient pas attirés par le gain l'appât. Parce qu'en suivant l'appât, vous tombez dedans. Moi, j'ai eu toutes les propositions possibles. Et c'est-à-dire que si je n'avais pas reçu, je n'avais pas des valeurs moi-même, des convictions, c'est-à-dire peut-être qu'il y a longtemps que j'aurais viré de ce côté-là et je sais peut-être ce que ça pourrait me coûter. Mais moi, j'ai évoqué à l'époque 3 questions. J'ai dit à la personne, j'ai des valeurs, moi personnellement d'abord. Mais deuxième chose, ma culture ne permet jamais ça, ne tolérera jamais ça. Deuxième chose, je suis chrétien évangélique. Troisième chose, j'ai une famille. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je devienne en faisant ça? Qu'est-ce que je peux enseigner à mon fils, quel conseil à mon fils quand il va grandir? J'estime que les parents doivent pouvoir faire un travail. Et l'État aussi, en l'État, doit faire un travail de sensibilisation, d'éducation. Je ne dis pas de les tuer, de les combattre, mais je pense, non, je suis dans la ligne droite des droits de l'homme. En réalité, je dis, j'ai fait le choix de ne pas aller dans ce sens. Et je dis une chose, c'est aux parents de travailler, c'est à l'État de travailler, d'encadrer cette affaire pour que ça n'embrase. Vous allez voir, il y a un de nos compatriotes qui s'est transformé en femme, qui fait des concerts un peu partout dans les buvettes. Je n'aurai pas de gêne à appeler son nom. Henri qui se fait appeler maintenant la chocolate ou chocolate, mais qui s'habille comme une femme, qui se promène de bas en bas, qui fait des concerts, au vu aussi de tout le monde, et personne n'en parle. Quand c'est comme ça... Là, il y a ce qu'on appelle la licence artistique. Attendez, mais ce que je dis, c'est quoi? Même au-delà de cette licence artistique, comme vous le disiez si bien, les droits de l'homme. Non, mais écoutez, ce que je dis, c'est quoi? Les droits de l'homme, d'accord. C'est moi, je dis qu'il faut encadrer. Parce qu'en l'État, votre petit frère qui est à la maison, qui voit ça, et qui voit qu'on ne l'interpelle pas, ou bien qu'il y a des affiches un peu partout. C'est-à-dire que... Vous l'avez dit vous-même, la loi est muette sur la question. Et en l'État, ce qui veut dire que ce n'est pas interdit en l'État, du Bénin. En l'État, il y a quelques jours, j'étais au Carrefour Ita, quand une dame m'informe pour dire, il y a 2 jeunes dans cette vont ici, qui les soient s'habillent comme une femme et qui sortent. Donc, ça veut dire quoi? Quand c'est des choses comme ça dans la communauté, les jeunes rapidement copient ça, parce qu'ils se disent, oui, je peux aussi faire. Surtout que peut-être qu'ils ont commencé à avoir cette tendance et qu'il n'y a personne pour leur parler. Ça commence comme ça. Moi, j'estime qu'en l'État, même s'il n'y a pas une loi qui réglemente, il va falloir trouver le mécanisme pour mettre fin à la propagande de cet état de choses. Merci à vous, Laurent Rodriguez. Merci, Adrien Tchobokou. Le sujet, évidemment, c'est l'un des sujets phares de cette matinée, de ce jour étant cette proposition de loi d'amnistie faite donc par le parti Les Démocrates, le parti qui était en conférence de presse le vendredi dernier. On en parle dans l'actu décalé de ce jour